Et le rapport aux objets, je crois que c'est là que j'ai pris cette très mauvaise habitude, mais que j'adore, de toucher l'art, de toucher les objets, de les manipuler, parce que dans les salles de vente, on les prend, on les installe, on les range, on les montre. Galeries, c'est la même chose. Les foires, c'est la même chose. Et donc, c'est vrai que ce côté très sacralisé des musées me tentait moins. Chaque objet d'art a une histoire à raconter. Une histoire qui devient un mythe qui devient légende. Bienvenue sur Rosantico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Découvrez les histoires inspirantes des femmes et des hommes, experts, galeristes, collectionneurs, qui agissent à l'unisson pour rendre ce secteur vibrant et riche en découvertes, avec l'amour et la passion pour l'art et la beauté qui les guident au quotidien. Partez pour un voyage unique, où la tradition et l'expertise se mêlent aujourd'hui à l'innovation et à la technologie, où des nouveaux enjeux sociétaux et juridiques rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Je m'appelle Bornas Kognamillo, je suis le PDG et fondateur de Mikleman & Co. Et ça, c'est Rosantico. Pauline Loeb, bonjour. Bonjour Bernard, merci de m'avoir invité au podcast. Écoute, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi de t'avoir sur Rosantico. C'est un vrai plaisir. Partagé. On a vraiment essayé par tous les moyens de t'inviter parce que, comme tu as vu, Rosantico, c'est un podcast dans lequel on invite notamment des directeurs de galeries, des experts de domaines très pointus de l'histoire de l'art ancienne. Mais je me suis dit que aujourd'hui, tu es vraiment une figure de pointe, à mon sens, d'un point de vue de la communication, de comment on peut communiquer et diffuser l'art et son marché à un public le plus vaste possible. Et donc, on a voulu t'inviter pour nous parler justement aussi de ton projet actuel, de tes ambitions, ta vision du marché de l'art, avec un angle qui est aussi celui donc, de comment aujourd'hui peut-on bien communiquer sur le marché de l'art et est-ce qu'il y a aussi des stratégies de croissance et de développement pour un secteur qui est souvent, je dirais, entre deux feux, entre la passion extrême d'un galeriste qui se tarit dans sa galerie, qui n'en sort pas, et d'autres qui sont des grands maîtres de la communication, parfois un peu trop. Est-ce qu'il y a un juste milieu? C'est pour ça que tu es là aujourd'hui et donc je suis très content. Eh bien, écoute, moi aussi, on va s'atteler à répondre à tout ça. Super. Et donc, écoute, la première question que je pose d'emblée à tous nos invités, c'est de te présenter. Oui. Eh bien, écoute, je suis donc Pauline Loeb. J'ai fondé Artfairmag, le site, il y a 5 ans, qui est une base de données référençant toutes les foires dans le monde. Je suis issue d'un parcours classique. Avant ça, études d'histoire de l'art et Galerie Kugel, qui est une galerie d'art ancien absolument magnifique, sur les quais de Seine pendant 8 ans. Et le site internet, créé donc en 2019, a migré vers un média maintenant qui a plusieurs canaux, deux principaux. Le site qui référence les foires et abrite les articles sur les foires que je visite, et Instagram qui abrite maintenant ces vidéos que je tourne sur les foires que je visite un peu partout dans le monde. Et c'est un projet passion qui me permet, tu vois, de ne faire que ça aujourd'hui et d'en vivre bien. Donc, entrepreneuse épanouie. Absolument. Et c'est ce que moi j'adore énormément dans ce que tu fais, c'est vraiment l'esprit entrepreneurial et comment l'idée a pu évoluer dans le temps et en faire finalement quelque chose pour laquelle tu peux vivre et t'épanouir. Donc en fait, c'est le mix parfait, je trouve. Exactement. Et donc tu vas nous en dire davantage. Et juste pour savoir, pour nos auditeurs, qu'est-ce qui a suscité ton intérêt pour l'art et donc pour ce marché? Moi, je suis née dans une famille alors déjà d'esthètes, et puis mon père était commissaire-priseur et expert à Drouot. Donc, on a été biberonnés de musées, d'expositions, de salles de vente,
tous nos stages de lycéens, on les a fait à l'étude. Et donc, ça a été une vraie évidence de travailler dans le marché de l'art. Mais vraiment, le marché de l'art, je n'ai jamais été attirée, même si j'adore les fréquenter, par les institutions muséales. Vraiment un intérêt pour le marché de l'art, la valeur des objets, les collectionneurs depuis toujours. Excellent. Et j'ai pu justement toucher un peu aux deux. Et c'est vrai qu'il y a une manière aussi comment on diffuse la connaissance d'un objet ou d'un domaine artistique dans le cadre du marché de l'art. C'est quand même passionnant. Ça a quelque chose qui... Et le rapport aux objets, je crois que c'est là que j'ai pris cette très mauvaise habitude, mais que j'adore, de toucher l'art, de toucher les objets, de les manipuler, parce que dans les salles de vente, on les prend, on les installe, on les range, on les montre. Galeries, c'est la même chose. Les foires, c'est la même chose. Et donc, c'est vrai que ce côté très sacralisé des musées me tentait moins. Il y a un rapport charnel à l'objet. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, mais pourquoi vous touchez les œuvres d'art? Parce qu'il y a une vraie transmission d'émotions par le toucher. Et quand on prend ces précautions et qu'évidemment on demande au préalable à l'artiste ou au galeriste, c'est merveilleux de pouvoir toucher la matière. Tout à fait. Et justement, avant de parler d'Affermag, je voulais te demander ton expérience chez Kugel. C'est une galerie vraiment référence dans son domaine. Pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté ces 8 ans chez eux? Et après, comment tu as shifté, comment tu as, pour utiliser pas d'inclusisme, comment tu as pu basculer de l'art ancien à l'art plus, je dirais, moderne, voire très contemporain? Alors déjà, chez les Kugel, ça a été une expérience absolument merveilleuse parce que j'ai été au contact tous les jours d'objets de qualité muséale. Mais donc, comme on le disait, que j'ai pu observer de près, manipuler, étudier. J'ai eu la chance de pouvoir faire des recherches très poussées sur le fond d'atelier d'un faussaire en boîte en or. On a trouvé des fausses boîtes en or dans toutes les plus grandes collections muséales du monde. On a fait des conférences. J'ai pu écrire avec Alexis Kugel un livre sur l'orfèvrerie de Strasbourg du 15e au 19e siècle. Donc, ça m'a aussi fait connaître les foires du point de vue exposant, la TEFAF notamment, la TEFAF Maastricht et New York au départ. Et donc, ça a été une expérience très enrichissante, très polyvalente, mais le revers de la médaille, parce qu'en plus, j'ai eu une grande confiance de la part de mes patrons, Alexis et Nicolas, c'est que quand on a déménagé à Londres en 2019, je me suis dit, en fait, je ne peux pas retourner dans une galerie. Après avoir connu ce travail absolument fantastique, cette liberté totale, cette qualité, je ne peux pas aller m'asseoir derrière un bureau à l'accueil d'une galerie. Donc, ça a fermé les portes de la galerie. Et c'est là que je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qui m'habite au-delà de l'art? C'est les foires. C'est quelque chose qui m'a tout de suite séduit par cette frénésie, cette ambiance vraiment unique qu'on retrouve sur les salons. Et donc, avant de me dire je vais faire un média sur les foires, je me suis dit je vais travailler pour une foire. Et c'est en glanant des informations que j'ai constaté à quel point il y avait peu d'informations centralisées sur les foires. Que ce soit un calendrier, mais même un média dédié aux foires, alors qu'il y en a quand même 400 dans le monde, ça n'existait pas. Donc, voilà, ça s'est fait assez naturellement, de manière incrémentale. Tiens, là, il y a une place à prendre, allons-y. Ça m'a pris une grosse année de collecter les datas. J'ai donc lancé le site fin 2019. Le Covid est arrivé début 2020. Il y avait plus de foires, un bon timing. Et donc, j'ai fait évoluer le calendrier vers un média en lançant des interviews des directeurs de foires, des galeristes, interviews à distance et écrites, évidemment. Et c'est à la reprise des foires qu'est venue l'idée de vidéos, en parallèle des articles et du calendrier qui a toujours sa place sur le site. Les vidéos sont arrivées donc fin 2022, assez tard en fait. Et l'art contemporain, le switch, c'est encore une fois, c'est pas vraiment une bascule. Moi, ma formation et mon goût, elle est à l'art ancien, mais de manière assez timide au départ. C'est-à-dire, je recherchais dans l'art contemporain ce que j'aimais dans l'art ancien, donc vraiment le très figuratif, la peinture, la sculpture surtout, avec des compositions finalement assez classiques. Et puis, au contact du contemporain,
avec je fais une quarantaine de foires par an, partout dans le monde. Je parle à des artistes, je rencontre beaucoup de galeristes. Et bien l'œil se fait, en fait. C'est vraiment l'art contemporain qui m'a séduit petit à petit à force de le côtoyer. Donc, ça n'a pas été une volonté de me dire: «OK, je m'éloigne de l'art ancien, je plonge dans l'art contemporain», mais petit à petit et parce qu'effectivement l'art contemporain est plus représenté dans les foires que l'art ancien, j'y suis venue de manière très naturelle et graduelle. D'accord, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que moi, avec Rosantico et chez Victor Eco, on veut se spécialiser vraiment sur l'art ancien, mais parce que j'ai personnellement un sentiment, c'est pas une répulsion, c'est presque une crainte. C'est-à-dire que c'est peut-être une infrastructure académique que j'ai dans ma tête, mais dans mon esprit, c'est simpliste de dire je ne le comprends pas, l'art contemporain. Mais c'est vrai que peut-être il faut s'y faire simplement l'œil. D'un côté, ça peut paraître plus accessible, mais de l'autre, encore plus insaisissable parce qu'il ne répond pas au code classique académique de l'art qu'on a connu pendant les 2 derniers millénaires. Oui, je suis d'accord. En fait, c'est vrai qu'une peinture du XVIIe est très lisible. On est séduit par son esthétisme, on comprend assez facilement son message. L'art contemporain est de toute façon plus opaque, mais il peut quand même nous toucher. Et donc, je trouve qu'il y a une certaine beauté, une certaine magie à être devant une œuvre qu'on ne comprend pas et pourtant à être touché ou impacté ou même remué. Enfin, il y a des œuvres moi, qui m'ont mis très mal à l'aise sans vraiment savoir pourquoi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir dans ces cas-là, dans mes interviews, à dire aux galeristes, mais voilà, explique-moi la démarche de l'artiste. Est-ce que c'est volontaire que le visiteur, enfin la personne qui regarde cette œuvre se sente mal à l'aise. Donc j'ai une approche, on va dire ingénue, mais assez spontanée face à l'art contemporain. Peut-être parce que justement, j'ai pas eu toute cette approche, enfin tout cet enseignement théorique. Donc j'ai une approche très spontanée, qui me permet, je crois, d'être assez enthousiaste quand je vois de l'art contemporain parce que soit j'aime pas, mais c'est encore assez, spontané, tu vois? Donc je crois pas arriver devant une œuvre et me dire: «Alors ça, vu que c'est un Jeff Koons et que ça vaut, 25 millions d'euros ou qu'il dit 250 millions d'euros, je pense que c'est bien». Non, je vais dire: «Tiens, alors c'est une drôle de matière, ça je vais toucher, ça me je trouve ça assez infantile, ça me met mal à l'aise». Voilà, je pense que c'est comme ça que je suis arrivée dans l'art contemporain, en fait, un peu comme un enfant. Bah, c'est peut-être ça la clé, le secret, de garder notre esprit enfantin bien allumé. Et en tout cas, cet enthousiasme, cette spontanéité, c'est ce qui transparaît dans tes vidéos et tes reels sur Instagram. Et c'est, je pense, que ça aussi ce qui fait un peu le succès de ta page et de ta plateforme, j'imagine, d'un point de vue général, c'est que tu as vraiment réussi à créer dans ta niche avec un positionnement précis qui a tout son charme et son intérêt, j'imagine, pour l'audience que tu as, mais aussi pour les galeries qui peuvent collaborer avec toi. Mais donc, on pourra y revenir. Et je voulais justement te demander, est-ce que, par rapport à ton expérience chez Google et après donc le fait que tu côtoies au quotidien aujourd'hui, surtout l'art contemporain, mais pas que, est-ce que tu as une différence en termes de public et aussi de collectionneurs? Est-ce que tu vois 2 populations, 2 tribus, complètement, différentes ou, parfois on cherche des commixtions, on cherche, à mélanger les 2. Alors alors déjà, je pense qu'il faut casser le fantasme du collectionneur d'art ancien, poussiéreux, vieillissant, obtus et du collectionneur d'art contemporain, frais, sympathique et jeune. Évidemment, les lignes sont beaucoup plus chaudes et je crois qu'il y a de moins en moins de collectionneurs d'art ancien pur et de collectionneurs d'art contemporain pur. Les 2 périodes se sont vraiment mélangées. Je pense on marche beaucoup par coup de cœur, donc on peut avoir un coup de cœur pour un masque africain sans en avoir, collectionné au préalable et sans avoir particulièrement de connaissances, sur l'art africain. Heu et on peut se dire: «Tiens, cette bergère Louis XV, finalement, twisterait mon canapé, contemporain dans mon salon». Donc je crois que le profil des collectionneurs est moins marqué, peut-être qu'il y a 20 ans, en arrière. En revanche, ce qui les distingue peut-être, si je dois faire une sorte de généralité, ce serait en tout cas, quand on collectionne de l'art ancien, plutôt que de dire un collectionneur d'art ancien, mais je crois que la démarche de collectionner de l'art ancien s'apparente plus à une inscription en histoire de l'art. On recherche une part d'histoire, on recherche une technique,
On recherche une provenance, on recherche la rareté. On est ému par le fait que l'objet nous soit parvenu, quel que soit son âge. Déjà, un objet qui a 150 ans, c'est une certaine émotion. Alors que le fait de collectionner de l'art contemporain, c'est pour soutenir la jeune création parfois. Alors parfois, c'est aussi pour un aspect un petit peu financier, une sorte d'investissement. Heureusement pas que. Il y a aussi le côté émotion, évidemment. C'est-à-dire, tiens, ça m'impacte, comme on se le disait, je vais me lancer. Et puis, il y a toutes formes de prix aussi. Donc, un collectionneur d'art contemporain, ça peut être un jeune qui va aux Beaux-Arts se balader dans les différents ateliers et qui achète à un artiste qui n'est pas encore diplômé et c'est déjà collectionneur d'art contemporain. Donc, je crois pas qu'il y ait vraiment des typologies d'acheteurs, mais les démarches sont assez différentes. Est-ce qu'à ton avis, il y a des passerelles qui permettraient, en termes justement de code de communication, storytelling? Je pose cette question parce que moi aussi, je cherche un peu à démystifier ce mythe, surtout de l'art ancien, voire des antiquités archéologiques, où ouah, je pense que beaucoup de gens ils disent voilà, c'est du good old stuff, des jolies pierres anciennes, mais qui ont une incroyable, de par leur histoire, de par le temps qui a passé, une histoire à raconter incroyable, mais qui ont du mal à se raconter. Et donc, il y a des codes, et je ne parle pas de marketing, hein, de codes de communication, comment on transmet cette connaissance et cette information qui parfois sont différents. Alors, je crois que la communication dans les deux secteurs pourrait être la même. Alors, aujourd'hui, elle ne l'est pas, mais c'est peut-être un tort. Je crois que l'art ancien a encore une démarche très didactique, très scolaire. Et je ne veux pas dire qu'on s'ennuie, mais ça ne parle pas à tout le monde. Il faut un certain bagage intellectuel et artistique pour comprendre le discours que les marchands d'art ancien peuvent nous servir. Et je crois que la clé de la communication, en tout cas aujourd'hui, c'est transmettre une émotion. Et donc, je crois que l'émotion peut arriver avec une antiquité du deuxième siècle avant Jésus-Christ comme une œuvre contemporaine. Donc, je crois que la clé de la communication, ce serait de dire, bah voilà, aujourd'hui, je vous présente cet objet qui est un objet unique qui nous est parvenu depuis ces milliers d'années, qui est dans un état de conservation assez exceptionnel. Je vous invite à regarder la stylure dans le bronze, mais quelque chose qui soit très terre à terre. Et je crois que les grandes envolées lyriques sur, alors, vous voyez, à l'époque, l'art représentait ci, représentait ça, ou toute son histoire, ça vient dans un deuxième temps. Mais pour capter l'attention au préalable, il faut juste essayer de faire hop, allumer une petite flamme, et ça, je crois que ça passe par l'émotion. Mais quelle que soit l'époque de l'objet. Et une émotion, ça peut juste être de l'enthousiasme. Et je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, Art Fair Mag marche. C'est parce que c'est un milieu où il y avait encore assez peu d'enthousiasme. Mais même dans l'art contemporain, qui est encore un milieu qui se prend un peu au sérieux, c'est assez nouveau d'être très spontané et d'en parler justement d'une manière assez terre à terre. Dire ah bah, j'aime ça parce que je trouve ça joli en fait. Et ça, c'est quelque chose qui était quasiment interdit. On ne peut pas dire qu'une œuvre est juste jolie. Donc je crois que c'est être peut-être un peu plus direct, honnête, spontané dans la communication, sans chercher à moins impressionner. Parce qu'en fait, quand on impressionne, on intimide. Il y a beaucoup une audience très importante qui n'ose pas pousser la porte de galerie, aller dans des foires, mais même aller au musée parce qu'on se sent pas légitime, vu qu'on comprend pas tout le discours artistique. On se dit: «Ah, ça va pas être fait pour moi». Moi, je rajouterais aussi, peut-être ce que tu dis, ça rejoint le fait que bah, l'art contemporain, aujourd'hui, il est plus accessible pour un public jeune qui utilise des moyens de communication et donc d'information qui sont autres que ceux qui ont été utilisés jusqu'aujourd'hui par les professionnels de l'art ancien. Bien sûr, mais c'est simplement, encore une fois, le canal choisi. Une galerie d'art ancien qui voudrait avoir une communication un peu décalée, sympathique sur Instagram, ça marcherait très bien. Je prends l'exemple d'ailleurs de la galerie Kugel, mais Laura, donc la fille d'Alexis, a une approche très fraîche de l'art ancien qui présente dans la galerie, et même quand elle va visiter un musée, elle y met de l'humour, elle y met une certaine distance qui fait qu'en fait, elle capte un public jeune et assez hermétique à l'art ancien, en disant: «Oh non, l'art ancien, c'est poussiéreux».
Et donc, je crois que c'est, encore une fois, juste un problème de communication. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour tes insights. Si on arrive à considérer le marché aujourd'hui, toi qui côtoies en fréquentant les foires, la foire aujourd'hui, c'est devenu le moyen principal, j'imagine, pour qu'une galerie puisse rencontrer physiquement, du moins, un potentiel acheteur. Aujourd'hui, quelles sont les tendances sur le marché? Comment a-t-il évolué? Et surtout, quel est le coût du marché aujourd'hui? Alors bon, c'est une très vaste question, je vais essayer d'être claire. Oui, pardon. Mais, alors déjà, le marché a été très tendu, très difficile pour toutes les galeries, surtout les moyennes et petites, mais même les grandes, contemporains, modernes, anciens, depuis janvier. Il y a eu vraiment un marché timide, des ventes en berne, des prix en chute libre. Donc ça a été difficile pour les galeries jusqu'à l'été. Alors on attend de voir comment va se présenter la rentrée. Surtout que Paris, là, va être vraiment en première ligne avec Art Basel Paris et toutes les foires satellites et toutes les grandes ventes, etc. Donc, on va voir si le marché s'est un peu remis de 2024, qui était difficile globalement. Alors, les foires, déjà, c'est un incontournable, comme tu le disais, pour les galeries. Il y a très peu de galeries aujourd'hui qui peuvent se permettre de ne pas participer aux foires. Celles qui ne le font pas, c'est parce qu'elles ne peuvent pas payer le prix d'un stand et n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir enfin participer à des foires. Ce qui a changé aussi ces dernières années, c'est qu'avant, la foire permettait d'aller au-devant de collectionneurs étrangers, donc dans le lieu où se passait la foire. C'est pour ça que les galeries allaient faire des foires à Miami, à Hong Kong, à Singapour. Aujourd'hui, même à Paris, les galeries parisiennes enregistrent leurs plus grosses ventes aux foires parisiennes. En fait, c'est devenu un vrai rendez-vous pour les collectionneurs qui attendent ce moment T pour faire leurs achats. Donc, les ventes en galerie, même à Paris pour des collectionneurs parisiens, sont plus difficiles. Et ça fait des difficultés accrues, évidemment, pour les galeries parce qu'elles sont tenues d'avoir une présence physique dans la rue, de participer à des foires, même à Paris, en parallèle de leurs espaces. Elles sont tenues aussi, comme tu disais, d'avoir une présence digitale efficace pour séduire de nouveaux clients, tout en fidélisant leurs clients anciens. Elles ont des coûts importants et c'est vrai qu'avec un marché un peu tendu ces derniers mois, je connais beaucoup de galeries qui étaient inquiets de cette rentrée 2024. Moi, quand je pense avec les différentes galeries avec lesquelles j'ai parlé, elles me racontent enfin, les investissements, donc le prix que ça coûte la participation à une foire. Si tu multiplies ça fois 3, fois 4 rendez-vous annuels, voire plus, de partout dans le monde, ça commence à faire un sacré budget. Bien sûr, alors normalement, je ne vais pas dire à chaque fois, mais globalement, la participation à une foire est rentable au bout de quelques années. On dit que c'est 2 à 3 ans. Au départ, tu fais ta place, tu fais un nain, tu te crées ton marché et puis au bout de 3 ans, ça y est, les ventes arrivent et normalement, tu es rentable. Mais c'est un équilibre assez précaire et pourtant, c'est inévitable. La galerie qui ne participe pas par choix à une foire devra énormément compenser par des expositions, des vernissages, des invitations, enfin vraiment être très, très, très pushy auprès de ses collectionneurs pour ne pas être oublié. Absolument. Et en fait, j'en parlais avec un de nos invités qui disait qu'il y a 20 ans, les gens en fait poussaient la porte de sa galerie, notamment les week-ends évidemment, et c'était vraiment le comportement du collectionneur à l'époque, c'était tiens, je sors et on va à la galerie, on va rencontrer le galeriste et on va voir les objets. Aujourd'hui, ça a disparu. Ça n'existe plus, ou presque. Il dit le public s'est tari et que si je ne participe pas aux foires, ben en fait, je ne raconte personne. C'est incroyable. Mais voilà, bah, on est d'accord. Mais encore une fois, même pour un public qui est basé dans la même ville que la galerie en question, les collectionneurs attendent les temps forts de la foire. Parce que ça optimise le temps. Le temps, c'est quelque chose de précieux et donc on optimise l'occasion pour rencontrer le max de galeries possibles. Exactement. Et puis je pense que les collectionneurs n'ont pas le même profil. Il y a un tel accès à l'information, à l'image,
à la comparaison, à la concurrence, que je pense que le collectionneur se dit, bon, bah, en fait, je vais voir le stand de la galerie à côté de laquelle j'habite, mais je vais voir son stand, mais je vais quand même aller voir tous les stands à côté pour être sûr que je trouve pas mieux ailleurs ou moins cher, etc., etc. Donc, c'est vraiment devenu un marché très, très, très concurrentiel et vraiment pas facile. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les galeristes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'essaye de les mettre en avant parce que ils font un métier excessivement difficile et tout en restant au service de l'art ou de l'artiste, les galeries contemporaines. C'est un marché vraiment difficile. Et sachant aussi que aujourd'hui, si on revient par exemple aux grandes maisons de vente, il y a un autre rang de difficulté en plus qui s'ajoute, c'est que maintenant les maisons de vente deviennent des galeries avec leur private sales qui se développent à tout va. C'est fou quand même. Oui, oui, tout à fait. Et sans parler des plateformes en ligne. Donc, c'est vrai que la concurrence est rude pour les galeries. Avoir pignon sur rue aujourd'hui, c'est un vrai pari. Pour les jeunes galeries qui s'installent, c'est pas facile. Je trouve que c'est un sujet tellement passionnant et j'en viens à la question que je voulais te poser. C'est d'un point de vue donc vraiment d'une stratégie d'acquisition. Et je parlais avec la galerie Léage, par exemple, qui a une vision très managériale, très start-up justement de comment on acquiert par les différents touchpoints, les différents canaux d'acquisition de clientèle. Ça manque peut-être encore dans la mentalité de certaines galeries, mais ça vient. Je pense que ça arrive. Et ils comprennent qu'il faut vraiment avoir cet esprit d'ouverture maximale. Ça va être obligé d'avoir des canaux d'acquisition digitaux pour acquérir de nouveaux collectionneurs. Mais bien sûr que je ne peux être que d'accord avec toi. Ça fait grincer encore des dents parce qu'Instagram véhicule encore, bien sûr, parce que Instagram, c'est une plateforme de l'instantanéité, facile, accessible, où franchement, la majorité des contenus sont pas très intéressants. Donc, c'est de toute façon une plateforme qui n'a pas bonne presse. Mais le fait est que c'est une vitrine extrêmement efficace pour une galerie, pour un artiste, si elles comprennent les codes, qu'elles savent les manier. Et ça permet non seulement de toucher une nouvelle audience, mais si on n'est pas trop mauvais, de convertir cette audience en collectionneur. Et j'en connais. Donc, on m'a même dit, mais d'ailleurs, tu l'as reçu en tant qu'invité, mais un galeriste m'a dit, j'ai vendu une œuvre que j'avais depuis des années chez moi, un Américain qui m'a appelé en disant, j'ai vu sur Art Fair Mag la présentation que tu as fait de cette œuvre-là, je veux l'acheter. Il ne l'avait pas vue en physique et c'était une œuvre très importante. Les Américains, par exemple, achètent énormément d'art en ligne. Ils ont peut-être moins cette culture de voir l'œuvre en physique que peuvent avoir les Européens. Et je crois que négliger Instagram ou quelle que soit la plateforme, Instagram, c'est celle qui est la plus facile d'accès, la plus esthétique, la plus facile d'accès, la plus répandue. Il pourrait y en avoir d'autres, mais négliger cette facette-là me paraît dommage. Pas dangereuse, parce qu'il y a plein d'autres façons de convertir une audience en acheteur, mais dommage, parce que c'est en fait accessible assez facilement, mais ça requiert un peu de travail et beaucoup de bonne volonté pour faire du contenu engageant. En fait, ce que tu dis, ça m'évoque tellement de choses, mais surtout un point, si on parle d'Instagram, ça m'évoque la frilosité qu'avaient les marques du grand luxe, bijouterie luxe, donc si on parle des groupes LVMH ou autres, qui au début voyaient les réseaux sociaux comme un peu une chose pour laquelle on devait embaucher une community manager juste pour présenter un peu sa page, mais sans réel intérêt. Alors qu'aujourd'hui, le luxe, c'est devenu incontournable. Essentiel, essentiel. Et je sais de quoi je parle, entre guillemets, parce que moi, les marques de luxe et de mode me contactent beaucoup, même si je parle d'art et que je continuerai à parler exclusivement d'art, elles souhaitent y être associées. Donc, c'est un canal qu'elles ne négligent plus du tout aujourd'hui. Et je crois que, comme tu le disais, l'art, il vient et en plus, ça entre guillemets, tous les ingrédients pour que ça prenne, comme la mode et le luxe. Mais voilà, ça a pris un peu plus de temps et je crois qu'il y a un retard à rattraper, mais que tous les ingrédients sont là, le storytelling est là, les codes esthétiques sont là. Il y a pas de raison pour que ça ne prenne pas. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce que tu me dis, ça
démystifie aussi une vision que j'avais peut-être encore moi aussi, mais c'est un héritage d'un mindset pas encore assez ouvert, mais je me disais, est-ce que vraiment sur Instagram, on va pouvoir réussir à vendre des objets à plusieurs dizaines de milliers d'euros? Ah bah, en tout cas, j'ai un exemple en tête, donc ouais. Exactement, donc ça me fait penser que, bah oui, oui, c'est la preuve prouvée que c'est tout à fait possible. Mais beaucoup de galeristes, alors c'est pour le moment encore des galeries assez émergentes, mais me disent 50-60 de notre clientèle est venue d'Instagram. Waouh! Nous a contactés sur Instagram s'ils ont une bonne communication. Et puis après, ils peuvent s'organiser des rendez-vous physiques, et cetera, ou sur des foires. Mais la prise de contact s'est fait à la suite d'une communication. Bon, ma chère galerie qui nous écoutez, qui écoutez Pauline dans notre épisode de Los Antico, vous avez tout compris. Et si vous ne le faites pas, c'est tant pis pour vous. Mais c'est pour ça que j'ai pris une place, enfin, que Art Fair Mag aussi se porte bien. C'est que je crois qu'il y a un vrai besoin et que petit à petit, les galeries en prennent conscience. Mhm. Bah écoute, merci. Justement, pour arriver vers la fin de l'épisode, j'aimerais bien revenir à Fermag parce que moi, ce que j'adore quand je parle avec des entrepreneurs, c'est vraiment de ressentir leur passion et de comprendre en fait la vision que vous pouvez avoir dans les années à venir. Aujourd'hui, comment tu envisages donc le futur d'Arfermag? Et la question en parallèle, c'est qu'est-ce que tu retiens de ces 5 années aujourd'hui qui se sont écoulées pendant lesquelles tu as démarré ton activité? Mhm. Alors, le futur, je suis quelqu'un d'assez optimiste et je n'anticipe pas vraiment, peut-être pas assez, le futur. C'est-à-dire que je prends les vagues, telles qu'elles se présentent et pour le moment, ça m'a plutôt réussi. J'ai je vais pas dire des portes de sortie parce que c'est pas l'idée, mais des fenêtres qui s'ouvrent, qui seront parallèles à ce que je fais aujourd'hui, mais complémentaires, donc qui ne seront pas concurrentes, qui sont en train de s'ouvrir dans un plus ou moins long terme. Il y a des projets à court terme, enfin, qui devraient voir le jour cette année, qui sont très, très, très chouettes et très stimulants, mais dont je ne peux pas encore parler. Il y en a d'autres qui sont plus flous, mais qui sont énormes, donc je ne sais pas ce que ça donnera. Voilà, pour le moment, je continue mon petit bout de chemin, je fais ce que j'aime. C'est un luxe ultime de pouvoir vivre de ce qu'on aime. Et si je devais retenir une leçon sur ces 5 dernières années, l'organisation est la clé. Car vraiment, c'est ce qui me fait défaut. Justement, la projection, l'anticipation, tout ça me fait un peu défaut. Et je pense que c'est le revers de la médaille d'être voilà, très enthousiaste, très spontanée, très créative. Voilà, c'est ce qui me fait défaut. Au bout de 5 ans, ça y est, je commence à apprendre de mes erreurs. Mais j'aurais gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps si j'avais été mieux structurée. Après, je crois qu'on ne s'invente pas entrepreneur, surtout quand on a été salarié presque une décennie. J'ai pas fait du tout les études pour être entrepreneur, donc j'ai appris à mes dépens, voilà, l'importance de l'organisation, de la planification, de l'anticipation. C'est pas très sexy de dire ça, mais c'est en fait crucial pour qu'une entreprise marche et se pérennise. Et puis, quand je regarde en arrière, je suis assez amusée et touchée par l'entrepreneur que j'étais il y a 5 ans, où j'accordais une importance mais colossale à des choses qui n'avaient aucune valeur, qui m'ont fait perdre des mois, voire franchement des années si je les cumule, mais j'étais persuadée de leur importance. Voilà, je crois que la leçon que j'en retiens, ce serait un peu d'avoir une vision un peu plus large et globale pour se dire ça, ce n'est pas important, ceci, c'est important, on y met du temps, là, j'anticipe, mais j'ai pas de regrets parce que finalement, ça m'a permis de maturer et d'arriver aujourd'hui là où j'en suis avec cette maturation. J'aurais pas été du tout capable de faire des vidéos il y a 3 ans. Donc voilà, ce temps perdu n'a pas été vain. Il m'a permis de maturer, processer et finalement, en plus de rencontrer certaines personnes au bon moment. Très bien. Écoute, je trouve extrêmement inspirant. Je pense qu'effectivement, c'est avec le temps. Ce n'est qu'avec le temps que l'on apprend surtout de nos erreurs, en fait. Et écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour du sujet.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ou que tu aimerais mettre en lumière, surligner? Alors, c'est pas vraiment un highlight, c'est remettre un petit focus sur les foires, parce que je suis encore, étonnée quand certaines personnes me disent: «Ah mais les foires sont ouvertes à tout le monde, enfin je peux y aller si j'ai envie?» Évidemment! En fait, alors la foire, comme le musée d'ailleurs, a un coût d'entrée très variable selon sa taille, sa renommée, son ancienneté, donc ça va de entrée gratuite ou entrée à 5 € à des prix beaucoup plus conséquents pour les foires importantes comme Art Basel, TEPAF Maastricht et Prise, où là on est dans les, 40, 45, 50 €. Mais en revanche, tout un chacun peut y aller. Et je ne peux qu'inviter les auditeurs de ce podcast à y aller, si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est un concentré d'art avec une diversité absolument inégalée que tu ne trouveras jamais dans un musée, à moins de marcher des kilomètres à travers les allées pour changer de département, à un prix qui reste quand même abordable. Donc même si vous n'êtes pas acheteur, même si vous ne pensez jamais acheter d'art, c'est une sortie que je ne peux qu'encourager. OK. Bah, écoute, c'est un très beau conseil, chers auditeurs. Écoutez Pauline, je suis tout à fait d'accord avec elle, avec toi. Écoute, merci beaucoup pour, ta sympathie, ton esprit d'ouverture, et ton expérience que je trouve sont vraiment inspirants et je pense qu'ils vont ravir, nos auditeurs. Donc, merci encore et je te souhaite une, très bonne continuation. Et ben, merci beaucoup pour ton invitation, bravo pour le podcast et j'ai été tout aussi ravie que toi de passer un moment ensemble. Merci. Ciao Borda! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.